Bonjour, bienvenue à Histoire de père. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Dans ce balado, on discute des joies, des défis, des bouleversements de la paternité. Et aujourd'hui, je rencontre Jean-Philippe Maxime Titlé. Je m'excuse de t'avoir dit tout ça. Je serais prêt à être le papa de cet enfant-là. Et si tu es d'accord, être le papa de cet enfant-là, pour moi, ça veut pas dire être un papa touriste qui habite à Québec et qui vient prendre des photos la fin de semaine. Apprendre qu'on va devenir papa, c'est déjà un choc. Imaginez quand c'est pas planifié, que vous connaissez à peine la future maman et que vous n'habitez même pas dans la même ville. On va discuter aujourd'hui avec un gars qui a choisi, qui a vécu ce drôle de départ dans sa paternité. Il n'a pas choisi d'avoir un enfant, mais on peut dire qu'il a choisi d'être père. Puis vous allez découvrir la nuance avec mon invité Jean-Philippe Maxime Titlé, qui est papa d'une petite fille d'1 an. Et vous allez découvrir que l'instinct paternel, ça peut se réveiller sans prévenir. Bonjour Jean-Philippe Maxime, merci de venir discuter avec nous autres aujourd'hui. Salut, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça le fun. 2 gars, 5 prénoms. J'adore ça. Hein? C'est pas compliqué du tout. D'abord, on va souligner quelque chose de vraiment particulier, d'important. Le jour où on enregistre notre discussion, c'est l'anniversaire de ta fille Abigail, qui a Absolument. 1 an aujourd'hui. 1 an, grande fille, elle marche, elle parle pas encore. Non, ouais. On a du plaisir. 1 an et toutes ses dents. Toute sa dent. Toute sa dent. Il y en a juste ça à ce moment-là. Je vais te souhaiter bon anniversaire à toi aussi parce que c'est comme ta fête, ton anniversaire de papa. Il y a 1 an, tu es devenu papa. Surtout que pour toi, la route vers la paternité a été assez particulière. On va replacer ça un peu dans le contexte. Si on remonte il y a à peu près 2 ans, où est-ce que tu en es dans ta vie à ce moment-là? Es-tu en couple? Qu'est-ce qui se passe? Il y a à peu près 2 ans, je suis en fait en post-rupture. Okay. Je viens... En fait, ma copine de l'époque et moi, on vient de se laisser. Je travaille à Québec. J'ai un emploi que j'aime. Je trouve ça quand même un petit peu difficile de vivre la post-rupture dans le contexte où on avait quand même des plans d'avoir des enfants éventuellement. On commençait à mettre ça sur un calendrier. On commençait à voir comment on allait s'organiser pour que ça arrive, tout ça. Une fois la rupture faite, j'ai rencontré une fille que je connaissais de réseau professionnel et réseau d'amis, un peu par hasard, en marchant sur la rue avec des amis à Montréal que j'étais venu visiter. On se croise, on se reparle un petit peu plus tard pendant la semaine. On se dit, on pourrait peut-être aller prendre un verre. Ça pourrait être sympathique. On fait tout ça, OK, on fait ça. Et puis, on s'est vu 2 fois comme ça. OK. Et elle m'appelle à un certain moment. 2 semaines après la dernière fois, il me dit écoute, je ne sais pas exactement comment dire ça. Là, je suis un peu mal à l'aise. Je veux dire, écoute, je suis enceinte, puis je souhaite garder cet enfant-là. On se reparle, OK? OK. Tout ça déboule de même, là. Ouais. On dirait un scénario de film. Je sais. Et là, tu pensais à quoi quand tu as raccroché le téléphone? Premièrement, un choc, là? Un choc. Un choc complet. Je peine à comprendre ce qui se passe. Il n'y a plus grand-chose qui a du sens à ce moment-là. Puis là, est-ce qu'elle a des attentes? Est-ce qu'elle te dit, te demande une décision ou quoi que ce soit? C'est juste... Pas immédiatement. Elle commence par me dire, écoute, il y a ça qui se passe. Clairement, il va falloir qu'on se reparle. On va pas gérer ça aujourd'hui. Elle avait son choc à encaisser, elle aussi, là, forcément. Donc, on s'est reparlé plus tard, éventuellement, assez rapidement. Et donc, à travers ces prochaines semaines-là, j'ai le temps de réfléchir un petit peu puis de me dire, OK, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est quoi mon choix? En fait, c'est quoi aussi mon choix comme... Je dirais même pas comme papa, comme parent. C'est quoi mon choix comme homme, comme géniteur, oui. Et je ne veux pas rentrer dans des grandes considérations philosophiques, mais pour une femme, tu peux choisir aujourd'hui de garder ou de ne pas garder ton enfant. Pour un père... La vérité, c'est... Pour un géniteur, la vérité, c'est que tu as le choix, finalement, d'être impliqué ou de ne pas t'impliquer. Puis toi, est-ce que ça a été difficile après ça ou long dans ton processus de... Sur le coup, je me suis dit, écoute, si c'est ça mon choix, ça va être de ne pas m'impliquer. Et c'est ce que j'ai dit à la mère de ma fille. Puis là, il y a eu un moment de réflexion, il y a eu un déclic quelque part. Il y a eu beaucoup de marches en forêt. Oui. Littéralement et métaphoriquement. Il y a eu beaucoup de marches en forêt, puis à un certain moment, je me suis dit, non, attends. Moi, voici où j'en suis dans la vie. J'étais avec une femme que j'aimais. Ça s'est compliqué, on s'est laissé, on avait des projets d'avoir un enfant. Donc,
en théorie, je suis prêt pour avoir un enfant. J'étais là dans la vie. J'étais rendu là. C'est ça que je voulais. J'essayais de me mettre un petit peu à la place d'un enfant qui naît dont le géniteur a dit non, c'est pas mon projet, ça m'intéresse pas. Je fais comme, pardon, moi, je vais être l'homme là, qui va faire subir ça à un enfant. Je pense pas, non. Alors là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rappelé la mère, la future maman? Bien, on commence par se demander, effectivement, mais qu'est-ce qu'on va dire en premier quand on va rappeler, tu sais? Alors, je suis couché sur mon divan un midi, en train d'essayer de trouver les mots sur mon cellulaire puis de texter quelque chose pour juste reprendre contact après un mois. Ah ouais. Et puis, la vie est drôlement faite, hein? En fait, j'ai pas exactement eu à le faire parce que alors que j'étais en train d'essayer de rédiger un texto pour juste reprendre contact après un mois, j'ai reçu un texto de Michel, la mère de ma fille, qui m'écrit « Écoute, je sais que tu voulais pas vraiment en entendre parler, mais je veux quand même te dire que la grossesse va bien. J'ai eu mes premiers examens médicaux et tout se passe bien. Ah. » Alors, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion puis j'ai dit « Michel, écoute, je voulais justement te parler. Merci de m'en tenir informé et je voulais te parler du fait que je serais prêt. Je m'excuse de t'avoir dit tout ça. Je serais prêt à être le papa de cet enfant-là. Et si tu es d'accord, ben être le papa de cet enfant-là, pour moi, ça ne veut pas dire être un papa touriste qui habite à Québec et qui vient prendre des photos la fin de semaine. Là. Ah oui, tu voulais être un papa impliqué. Ça veut dire que je vais m'impliquer, ça veut dire que je vais déménager, ça veut dire que si tu es d'accord, toujours, on va habiter ensemble au moins 1 an. Puis on va commencer à élever cet enfant-là, puis on verra comment ça se passe, on va s'ajuster. Puis c'est ce qu'on a fait. Mais là, tu as déménagé, tu es allé rester faire un genre de co-future parentalité avec la future maman. Ça a dû être quelque chose, ça, parce que là, tu devais apprivoiser en plus le fait que tu allais devenir père et d'être avec une future maman qui, elle aussi, j'imagine, c'était son premier enfant. C'était son premier enfant. Elle avait passé beaucoup d'années à espérer devenir mère. Ça s'était pas passé, ça se passait pas. Donc, elle avait un peu fait le deuil de la maternité aussi. Ah oui. Donc là, elle revenait sur son deuil. Moi, j'ai passé vite sur mes plus petits deuils antérieurs, mais il reste que, oui, c'est une adaptation. C'est d'apprendre à connaître quelqu'un alors qu'on habite avec, alors qu'elle est enceinte de moi, qu'on va avoir un enfant, qu'on doit apprendre à coopérer, à collaborer, à être une équipe de travail de parents, donc de gens qui doivent s'aimer, là. On n'est pas en couple, on n'était pas en couple à ce moment-là, on n'a jamais décidé d'être en couple, mais on a quand même, faut qu'on ait une belle relation, il faut qu'on soit capable de tu sais. Vous n'avez jamais eu de petits projets comme acheter un divan ensemble, mais vous aviez le plus gros projet ensemble quand même d'avoir un enfant et de rendre ça agréable pour cette coparentalité. Si j'accélère un petit peu, on se rend au grand jour, finalement, à l'accouchement. Puis, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu là non plus. C'est toujours comme ça. Sans entrer dans tous les détails, c'était le plus beau moment de ta vie, mais en même temps, celui qui t'a donné, je pense, beaucoup de frousse. C'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus peur. Le plus peur. Et j'ai pas eu peur pour moi. Mais un accouchement, on s'est commencé. Déjà, comme père, souvent, on ne sait pas trop où se placer. On ne sait pas trop, OK, oui, pousse. Mais bon, honnêtement, j'ai fait ça. J'ai été lamentable. J'étais figé. J'étais pas capable d'encourager. C'est comme, vas-y. Elle était comme, non, crie, encourage-moi. Bon. Mais ça a quand même été un accouchement long, difficile, pénible pour la mère. Et ce qu'on constatait au fil du temps, c'était pénible pour notre fille aussi. Pour le bébé. Ouais. Je pense qu'elle s'est battue. Elle s'est battue pour la vie dès avant de naître. Donc, la reprise du cœur était longue. Elle est née finalement par les forceps. Elle a finalement été transférée à Sainte-Justine. Donc, nous l'avons suivie pas beaucoup plus tard, au cours de la nuit. Donc, Michel a obtenu son congé rapidement aussi. Et là, on est dans un contexte où, moi, la seule chose que je suis capable de faire, c'est d'essayer d'organiser un peu les choses. On va prendre en charge. Ça a été ta façon de réagir dans le stress. Oui. Okay. Puis, il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça vient de l'espèce de vieux rôle social de pourvoyeur, protecteur. Là. Pour vrai, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que je me suis mis à organiser les choses. Puis j'ai fait comme, OK, là, notre fille a besoin de nous, elle est à Sainte-Justine, tu as eu ton congé, on s'en va, on part, on va appeler telle personne, on s'organise, on se rend à Sainte-Justine. Lorsqu'on arrive dans la chambre d'hôpital, il y a un médecin qui nous accueille et qui nous explique un peu ce qui s'est passé au cours de la nuit. Qui ont fait évidemment, la respiration était difficile pour Abigail.
On a eu peur pour le développement de son cerveau. On lui a fait une hypothermie provoquée. Elle a mal réagi à l'hypothermie provoquée. Et pendant qu'il est en train de nous expliquer qu'elle a mal réagi à l'hypothermie provoquée, en fait, elle fait un arrêt cardio-respiratoire. Oh. Puis là, vous êtes là. On est là, on vient d'arriver, ça fait 10 minutes. Je n'ai jamais été aussi crispé de ma vie à vouloir que cet enfant-là vive. Et c'est là, c'est vraiment là, Louis-Simon, que j'ai compris que c'est là que je suis devenu père. Là. Ah. C'est là que ça s'est passé. La peur, l'angoisse. Ouais. J'ai eu tellement peur pour cet enfant-là, j'ai fait comme... Ah, OK, je te comprends. C'est ça, être père. Ben, oui, puis un des sentiments les plus puissants qu'on a, c'est ça, c'est la peur, parce que j'ai toujours pensé qu'avoir un enfant, ça nous rend plus fort, mais ça nous rend plus fragile, parce qu'on a une nouvelle vulnérabilité, puis toi, je pense que c'est à ce moment-là que tu l'as découvert. Ouais. Ça a été rough. En même temps, ça a été une plongée dans la paternité, tu sais, forcée. À partir du moment où j'ai pris le choix, je plonge, oui, OK, là, mais tous les événements se sont enchaînés. Puis c'était comme, OK, là, c'est ça qui se passe, puis tu vas assumer, mon gars. Mais c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le reste était technique. Là, oui, je vais le faire, j'accepte mon rôle, je fais... Là, il se produit ça, fait que tu gères, c'est ta façon peut-être de réagir au stress. Puis on se sent inutile, tu l'as dit tantôt. Là, fait que s'il y a un rôle qu'on n'aime pas avoir, c'est celui qui fait rien. Fait que dans ton cas, cette situation-là a forcé ça. Fait que tout ça était technique, mais le déclencheur, je trouve ça intéressant, ça venait d'en dedans. C'est la peur, c'est irrationnel. C'est clair. Fait que c'est là que tu es devenu père. Je pense sincèrement, puis c'est arrivé vite, puis c'est une question, hein, parce qu'avant ça, comme futur papa, tu te demandes, vas-tu être bon, vas-tu l'aimer, vas-tu m'aimer? Je sais pas, un bébé, ça arrive-tu qu'un bébé n'aime pas ça et ses parents? Pour vrai, je le sais pas. J'imagine que non. Mais quand ça t'arrive, là, tu te poses la question, est-ce qu'elle va m'aimer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais être un bon papa? Puis là, quand il arrive tous ces événements-là, ben, tu sais que tu vas juste faire tout ce qu'il faut. Ouais. Fait que l'instinct, on parle de l'instinct maternel, l'instinct paternel, il s'est levé, et puis c'est tôt dans sa vie, là. Quand on arrive à 6-7 mois, puis que bébé fait des sourires, là, puis tu sais que c'est adressé à toi pour vrai, là, tu sais que ça va, là. C'est correct. C'est correct. Tu sais, être parent, là, c'est s'oublier soi-même pour le bien de l'enfant. Puis c'est aussi souvent travailler en équipe. Là. Même dans les parents qui ont eu un profil, mettons, ou un parcours plus traditionnel. Dans votre cas, étant donné les circonstances, ça a été un autre apprentissage de cette coparentalité. Ça se peut? Ça se fait? Vous l'avez prouvé? Je pense que oui. Je pense que ça se peut. C'est pas facile, pour vrai. Je l'ai dit. D'autant plus que c'est pas un projet planifié longuement d'avance dans notre cas. Il y a des coparents qui planifient ça de la même façon qu'un couple. Ça va, c'est peut-être un petit peu plus facile. Mais non, c'est pas facile. Parce que non, la relation amoureuse n'est pas là. Parce que non, la sexualité n'est pas là. Parce que quand t'es fâché, puis des fois, tu passes une journée sans te parler parce que c'est de même. Mais à un moment donné, tu fais, ben non, mais attends, là, on est là pour faire les choses bien pour notre fille. Puis si on veut que ça se passe bien pour elle, ben il faut que ça se passe bien entre nous. Puis tu travailles à faire un environnement qui est bien, qui est sain, qui est agréable pour ton enfant. Puis à partir du moment où c'est ça le mindset, à partir du moment où c'est ça ton objectif, j'ai l'impression que tout le monde réussit à mettre les choses en place pour que ça se passe. Mm-hmm. Pas tout le temps facile. Mais non. Mais si c'est ça ton objectif, j'ai l'impression qu'on a les ressources en nous, tout le monde, pour l'atteindre. Comme coparents, comme parents, solo. Là, tu as 1 an d'expérience comme parent, puis tu as dû apprendre des pages et des pages dans le grand livre de la vie des parents. Y a-tu quelque chose là-dedans que tu as retenu de ton aventure ou jusqu'à maintenant? Où est-ce que tu es rendu? Là, de tout ce parcours-là qui a été différent des autres parents? La chose qui est la plus évidente pour moi, c'est que c'était le bon choix puis qu'il fallait que je fasse ça. Je pense que la manière dont ça peut se traduire pour à peu près tout le monde, c'est refuse pas ça. C'est un cliché là, de dire c'est la plus belle chose au monde d'être parent. Mais tu sais, oui, c'est difficile. Des fois. Mais oui, c'est le fun. Puis oui, c'est exigeant. Mais oui, c'est gratifiant jusqu'à un certain point. Je sais que ça peut varier au fil des années. Refuse pas ça. C'est vraiment... Si tu te sens capable, puis même si t'es pas sûr de te sentir capable, fonce, vas-y. Refuse pas ça. Est-ce que ça t'arrive encore de douter aujourd'hui? Oui, tous les jours. Ouais. De douter de... Ça peut être des petites choses, ça peut être des niaiseries.
je peux douter de plus grandes choses. Est-ce que quand... Je vais donner un exemple. La conversation qu'on a présentement, quand ma fille va l'entendre, je sais pas, à 12 ans, 14 ans, Ouais. elle va se sentir comment? Bon, j'ai pensé à ça. J'ai douté. Ben justement, si elle est en train d'écouter, là, on est dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que je suis terriblement fier d'elle. C'est déjà le cas aujourd'hui alors qu'elle a 1 an. Et je suis absolument persuadé que je vais l'être encore à 12, 13, 14, 26, 48 ans. Pour vrai, c'est sûr. Qu'est-ce qui te fait plaisir présentement dans ton rôle de père? Où est-ce que Moi, tu te sens le plus sur ton X, là? Moi, ce qui me fait triper, c'est ses apprentissages. Parce qu'à cet âge-là, là, 1 an ou un petit peu avant, là, tu vois, on dirait que tu vois les neurones se connecter derrière ses petits cheveux, puis tu fais comme ah, elle vient de comprendre quelque chose. Et c'est trippant. J'ai un background en enseignement, en éducation. C'est pas ce que je fais au quotidien maintenant, mais j'aime ça, enseigner des choses aussi étranges et simples que, ben, tiens ton biberon comme ça. On parle d'il y a quelques mois, mais quand même, de voir la compréhension de quelque chose, de voir la compréhension d'un mouvement, elle vient de se mettre à marcher, de voir la réaction, puis de dire « Ah, papa tape des mains, je suis capable de faire ça, moi aussi. » Puis elle le fait. C'est tout bête, c'est tout simple. Il y a tellement de choses qu'on apprend, nous, ici, au quotidien. C'est pas des choses qui nous intéressaient tant que ça avant, mais quand on est dans notre aventure parentale, de père et tout ça, ça va être... ça va venir avec le reste, comme la lecture, la routine du bain, plein de choses qui s'apprennent. Il y a le moment où, oui, le bain devient quelque chose d'agréable pour un bébé. Il y a toujours la période, j'ai-tu le droit de dire ça, il y a toujours la période où le bébé se met à faire caca dans le bain. Oui. Chaque bain. Tout le monde passe par là. Ouais. Puis là, ben, tu nettoies, puis tu finis par trouver ça drôle, peut-être entre un petit sanglot puis un léger mouvement d'impatience, là, mais ouais. Puis tu sais, c'est ça, t'apprends à prendre soin en même temps que le bébé apprend à vivre des expériences que nous, on est juste trop habitués de vivre puis qu'on voit même plus que c'est le fun. Exact. Je suis quelqu'un dans la vie qui fait beaucoup de longues routes à vélo, par exemple. Ben, je commence à avoir hâte tranquillement que ma petite commence à rouler sur 2 roues avec les 2 pieds chaque bord, puis ça va venir quand ça va venir. Mais j'ai hâte de lui montrer ça, de lui montrer la liberté des 2 roues en dessous des pieds. Bien, il en reste tellement d'apprentissage à faire, et pour elle et pour toi. Oui. On finit jamais d'apprendre, jamais. Je te remercie beaucoup de t'être ouvert à nous, d'avoir pas refusé ça. C'était ton conseil, refuse pas ça. Et voilà, et j'espère... Écoute, je me permets de dire ça. J'espère que ce conseil-là puisse peut-être influencer quelqu'un quelque part. Qui se pose la question, je suis prêt? On n'est jamais prêt. Ça, on le sait, on l'entend. Mais peu importe les circonstances, on n'est jamais prêt. Fait qu'on fonce. Et on peut travailler dans le même sens, comme votre exemple de coparentalité. Vous avez ramé dans la même direction, ce qui est intéressant et important pour tous les parents, qu'ils soient ensemble ou non. Merci beaucoup, puis on va souhaiter bon anniversaire aussi à Abigail aujourd'hui même. Et un beau bonjour à la coparente. Ben merci, je vais transmettre les messages assurément. Merci pour l'invitation. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir, produit en collaboration avec la maison production Grand Public. Retrouvez les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com. Je m'appelle Louis-Simon Ferland, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.